il avait vu au JT des Danois pleurer dans les rues. On célébrait des hommages dans des écoles et dans des entrepôts. La nation voulait envoyer aux Américains un message de compassion. Cela faisait bien rire Moussab. Quelle fadaise! Mais peu après, il avait senti le changement. Des chauffeurs de taxi étaient brutalement délogés de leurs véhicules et tabassés parce qu'ils portaient un turban. Ce n'était pas une coiffure de musulman, mais personne ne s'en souciait. Des femmes se faisaient arracher leurs foulards en pleine rue. Des enfants étaient agressés par leurs camarades de classe. Lui-même, on lui avait craché au visage dans une gare. Personne n'avait bronché. On aurait dit que le 11 septembre avait libéré une haine qui, depuis toujours, couvait sous la surface. C'était à ce moment-là qu'on l'avait arrêté. 1, 2, 3 fois. Toujours les mêmes questions. Était-il au courant de projets d'attentat contre le Danemark? Avait-il conscience du fait que son permis de séjour dépendait de son entière coopération? C'était du bluff, évidemment. D'un point de vue légal, ils étaient tenus de défendre ses droits de réfugié politique, quelles que soient ses opinions, et ils le savaient. Les Danois se targuaient d'être progressistes, de protéger les faibles et les opprimés. Ils ne pouvaient pas se retourner maintenant contre lui. Son avocat avait été catégorique. Alors, faute de pouvoir l'atteindre, il le surveillait. Jan ne lui posait pas de problème. Il avait remarqué des indices, des appels téléphoniques sans personne au bout du fil, des amateurs, tous autant qu'ils étaient. Ils laissaient des traces partout où ils allaient. Des rires et un flot de musique l'assaillirent au passage d'une voiture. Un jeune homme sortit la tête par la fenêtre et hurla une insulte qui fut emportée par le vent. Une bouteille s'envola et vint se fracasser par terre, tandis que la voiture accélérait, semant dans son sillage imprécations et ricanements, avant de disparaître au coin de la rue dans un crissement de pneus. Des ivrognes en route pour l'enfer. Peut-être allait-il revenir si ça les amusait de l'humilier encore un peu. Moussab avait passé 3 ans dans un centre de rétention, un vieux ferry rouillé, amarré dans le port de Copenhague, le temps qu'on traite sa demande d'asile, que les divers services vérifient ses antécédents, enquêtent pour s'assurer qu'il était bien un dissident politique. Ils avaient fini par conclure qu'il disait la vérité, que sa vie serait en danger si jamais il retournait en Égypte, et ils lui avaient accordé le droit de séjourner chez eux, témoignage de leur noble aspiration à être considérés comme des gens humains et civilisés. Ça le faisait bien rire. Dans quel autre pays aurait-il eu droit à un tel traitement? Ils n'avaient aucune notion de ce qu'était le monde réel, au-delà de leur territoire de contes de fées. Néanmoins, ils ne l'avaient pas libéré sans condition. L'État avait décrété qu'il fallait l'envoyer dans une lointaine petite ville du Jutland, autant dire sur la Lune. Dans ce trou, il n'y avait rien, personne. Les nuits d'hiver n'en finissaient pas, le vent était glacial, impitoyable. Le soir, dans le port, les lumières des chalutiers de pêche se reflétaient dans la mer lisse, épaisse comme du gazole. Son visage était engourdi par le froid et chaque inspiration lui brûlait les poumons. Il entendait, au loin, le bourdonnement des voitures sur l'autoroute. En vérité, il n'avait pas à se plaindre. On subvenait à ses besoins. Il avait un toit sur la tête et on ne lui demandait pas de travailler. L'État lui fournissait des vêtements, des meubles, de la nourriture, de l'argent de poche. Moussab était bien persuadé que, s'il rentrait au pays, il serait arrêté. Le seul fait d'avoir vécu à l'étranger dans ces conditions lui donnerait l'air d'un coupable, et s'il y avait une chose au monde qu'il ne voulait pas, c'était retourner dans une prison égyptienne. Il attendait donc son heure, même si l'idée de rentrer chez lui n'était jamais éloignée de son esprit. Les bruits et les parfums familiers lui manquaient. Il aspirait à se retrouver parmi ses semblables. Parfois, la solitude lui pesait tellement qu'il se demandait si la mort ne serait pas une meilleure solution. Une autre voiture le dépassa en trombe, troublant le fil de ses pensées. Un halo se formait autour des réverbères, globes oranges qui brillaient comme des allumettes enflammées. La neige tombait maintenant à gros flocons sur les champs dénudés qui s'étendaient au-delà des maisons. Le fourgon transit se glissa derrière lui, ombre silencieuse qu'il sentit plus qu'il ne l'entendit. Son bonnet de laine lui couvrait étroitement les oreilles. Les cimes des grands arbres frémissaient au vent. Il commençait à se retourner quand quelque chose le frappa par derrière, le projetant à terre. Le souffle coupé, il demeura allongé sur le sol,
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.